Et pour ce Zoom du jour, nous allons parler de l'élection présidentielle du 3 novembre aux États-Unis. Pour en parler, nous accueillons notre invité du jour, Georges Clément. Georges Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité Trump France. Évidemment, vous êtes très attentif à la situation aux États-Unis. Ah oui. Quel est votre regard sur cette campagne présidentielle ? Vous le voulez tout de suite ? Tout de suite. Mon regard, il est haletant, parce que nous sommes devant, d'abord, un choix, pas de société, c'est bien plus que ça, je pense. C'est un choix de civilisation où nous continuons à avoir des nations souveraines, ce qui veut dire beaucoup, et que beaucoup de nos concitoyens, en France même, ont perdu de vue. Et qu'à partir du moment où elles sont souveraines, les organisations internationales n'ont pas de mots à dire sur leur politique intérieure, ni extérieure d'ailleurs, entre parenthèses, mais admettons. L'intérieur, en tout cas, c'est sûr, ou pas. Et l'on rentre à ce moment-là, dans ce qui est déjà en route, avec une facilité d'expression qui fait que la notion de complot dont on a parlé pendant des décennies à propos du mondialisme devient ridicule, puisque le secrétaire général de l'ONU, il y a 2 semaines, a dit qu'il fallait absolument un gouvernement mondial pour gérer la crise sanitaire. Voilà, le nombre de fois où ce mot a été prononcé par des grands officiels, qu'ils soient dans les organismes internationaux, je viens de citer, ou qu'il soit dans la bouche d'un certain nombre de responsables politiques du monde, ça devient une évidence absolue. À partir de cette évidence absolue, dont la crise du coronavirus est un exemple d'application parfait, tout change. Et si vous prenez les États-Unis, mais ça sera vrai pour d'autres nations dans d'autres domaines, si vous prenez les États-Unis, il est certain que ceux qui auront gagné changeront la Constitution américaine, c'est-à-dire, à mon avis, l'annuleront pour en faire une autre, parce que la Constitution américaine est très courte, comme vous le savez, elle est faite ensuite d'amendements qui règlent un certain nombre de choses, mais je vois mal comment, par exemple, le second amendement, à moins de le supprimer, peut être modifié. Celui qui concerne le port des armes. Ben oui, mais c'est essentiel. Il n'y a aucune possibilité de liberté politique pour un peuple sans qu'il soit capable, dans les moments cruciaux, de se défendre lui-même, y compris, et c'était d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, non pas celle de 98 de l'ONU, 45. Voilà. Le droit à l'insurrection contre l'oppression. Or, vous n'avez pas de possibilité d'insurrection d'un peuple contre l'oppression s'il n'est pas capable, s'il n'a pas les moyens, et les moyens sont des armes, n'est-ce pas, de le faire. Donc pour les États-Unis, il est évident que c'est crucial, puisque c'est la base de leur société. Alors là, par contre, en effet, ça va changer la société, mais c'est un fait vrai au niveau mondial. Enfin, je rappelle quand même aux Français que le droit de porter un arme ou d'avoir une arme a été supprimé qu'en 1939. Juste, voilà. je souhaite revenir... Donc le choix, il est entre ces deux choses-là. Donc en fait, on dépasse le clivage démocrate-républicain. C'est une élection pour les valeurs américaines. Bien entendu. Les démocrates... alors, c'est compliqué, les démocrates, parce que vous savez que les démocrates étaient le parti du Sud lors de la guerre de sécession et avant. Et alors, bon, de ce parti du Sud, qui était donc forcément patriotique au niveau du Sud, parce qu'on ne prend pas les armes si on ne l'est pas, qui était... Alors, moi, je laisse tomber l'esclavage, parce qu'il y avait de l'esclavage aussi dans des États du Nord, résiduels, certes, mais il y en avait. Donc, l'esclavage était fédéral. Enfin, le problème de l'esclavage se posait au niveau fédéral. Mais au niveau du Sud, il se posait, forcément, mais pas plus qu'autre chose. Et ces démocrates-là, après la fin de la guerre de sécession, sont devenus un parti opposé aux Républicains, qui était le parti de Lincoln, je le rappelle, pour gérer, ou plutôt pour diriger et gouverner les États-Unis. Donc pendant longtemps, je dis bien longtemps, et jusqu'à Kennedy, pas pratiquement, ils ont, même s'il y avait des côtés gauchistes chez Rockefeller, mon Dieu,
Roosevelt, excusez-moi, et surtout chez sa femme, voilà, c'était à la marge. Avec Kennedy, et surtout après lui, parce que je mets Kennedy entre parenthèses là, on a en effet au Parti démocrate un glissement vers ce qu'on appelle la gauche socialisante en Europe. Et ce glissement s'est accru de président démocrate en président démocrate. Celui qui a été le pire en la matière, bien qu'il n'ait pas duré longtemps, c'est Jimmy Carter. Johnson, c'est différent, parce qu'il prenait l'héritage de Kennedy. Enfin bon, c'est trop compliqué avec la guerre du Vietnam. Mais après Carter, il y a eu Clinton, en fait. Et Clinton, c'est le début. Je pourrais rentrer dans des tas de détails. J'ai écrit des articles il y a 23 ou 24 ans sur le glissement à l'ONU d'un rapport voulant transformer les pays. Enfin bon, je passe. Mais il faut savoir que c'est très ancien, tout ça. Et à partir de Clinton, il y a eu deux voies pour ce parti démocrate. Il y a eu la voie clintonienne, il faut le dire, de la corruption, personnelle et partisane, dont on voit les traces avec l'affaire Epstein, ou Epstein, c'est comme on veut. Les Américains disent Epstein. Moi, j'ai tendance à prononcer à l'allemande Epstein, mais enfin, passons. Et l'autre est le côté tiers-mondiste, qui, alors là, fleurit avec Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Taleb, dont on n'entend plus beaucoup parler en ce moment, etc., qui aboutissent à ce que nous voyons là, qui est BLM en particulier et les antifas, parce que tout ça c'est ensemble. Donc en fait on est là maintenant devant un parti démocrate qui n'a plus du tout cet aspect un peu plus libéral au départ. L'histoire de Woody Allen par exemple, il était libéral, mais enfin il était capitaliste comme les autres. Bon. Non, on est maintenant sous un parti qui, en dehors de sa branche corrompu, qui en effet défend éventuellement des investigations et des enquêtes, qui pourraient la mettre en cause de manière criminelle, simplement. Mais vous avez l'autre côté tiers-mondiste qui profite de cette faiblesse-là et qui s'agglutine à cette faiblesse-là pour faire avancer un programme marxiste, point. Terminé. Ils le disent eux-mêmes, les fondateurs de BLM le disent, nous avons une formation marxiste, ce sont des interviews récents, réguliers, donc on sait à quoi on a affaire. On est bien devant la revanche du communisme gauchisant. Enfin, c'est la même chose. Donc c'est Trump contre le communisme ? Il n'y a pas que le communisme, il y a en effet autre chose. Il y a en effet, si vous voulez, il y a un marché de dupes au niveau international. Il est évident que des grands capitaines d'industrie ou d'entreprises mondiaux pensent qu'ils défendront mieux leurs avoirs au niveau mondial qu'au niveau national, quelle que soit la taille de la nation par ailleurs. Alors, ils font un bout de route, comme des idiots utiles, disaient les communistes dans le temps, mais ils avaient raison, avec des révolutionnaires du type castriste, du type révolutionnaire, qui font vraiment la guerre. Et avec une intermédiaire entre les deux, avec des hommes du type Soros, qui, lui, a un côté idéologique et un passé glauque particulier, et qui utilise ses moyens capitalistes, enfin financiers, bon, capitaliste, on le met à toutes les sauces, c'est financier, pour mettre en œuvre des révolutions, alors de couleur, il l'a fait longtemps, et là, américaine, et ceci est un espèce d'amalgame d'intérêts divergents d'un côté au niveau stratégique et convergents au niveau du court terme, qui rendent la situation américaine très fragile, mais il faut dire que c'est la même chose ailleurs. Voilà, mais on en reparlera si vous voulez. Oui, tout à fait. Là, en vous écoutant, on comprend clairement pourquoi Biden peut être un danger pour les États-Unis. Mais en quoi un second mandat de Donald Trump peut être intéressant pour les Américains ? Moi, je vais vous répondre par la voix des Américains. Les seuls sondages auxquels on peut faire foi, on reviendra après sur les sondages électoraux, sont les sondages par thème, si vous voulez. Comment vous sentez-vous dans la société maintenant, que voulez-vous, etc. Il y a eu un sondage il y a même pas 8 jours, sur l'ensemble des Américains. La question était
comment vous sentez-vous, vous êtes-vous senti le mieux ou vous sentez-vous le mieux sous président Trump ou Obama? Bon, alors, qui dit Obama dit Biden, hein, on est bien d'accord. Bon, c'était son vice-président. 56% répondent on est beaucoup mieux sous Trump. Donc, je ne vois pas comment 56% qui se trouvent mieux sous Trump vont se trouver mieux sous Biden, qui, manifestement, compte tenu de son programme sur la taxation fiscale, qui fait même réagir des types qui auraient dû voter à gauche et qui, parce qu'ils ont quand même des revenus en risque, se mettent en colère et disent qu'ils vont voter Trump. Bon. Donc, fiscal, le fameux Green New Deal, New Green Deal, enfin c'est Green New Deal, qui alors est une catastrophe absolue pour le gaz de schiste, pour des tas de choses. Donc, cet ensemble de programmes, et en sachant que Biden n'est pas le maître à bord. Hein. Bon, Biden, il est l'homme qui a été choisi en dehors des primaires. C'est quand même extraordinaire pour les démocrates, car c'est la deuxième fois. La première fois, c'était avec Hillary Clinton contre Bernie Sanders. C'est la deuxième, mais là, c'est encore pire, qu'ils décident arbitrairement de qui va être leur candidat en dehors des votes des électeurs démocrates. Je rappelle que Biden était pratiquement en train de sortir de la course après le New Hampshire, où il avait 5% des voix des démocrates, quand, par la grâce du coronavirus, on a trouvé nécessaire de stopper les campagnes, et que Kamala Harris, qui l'a choisi, alors elle était partie depuis très longtemps de la course, elle traînait avec des 2%, et elle était très mauvaise en matière, à l'intérieur, chez les démocrates même, en matière de débat, etc. Donc, c'est la première fois, alors depuis la fin de la guerre de sécession, avant j'en sais rien, mais il n'y avait pas de choix comme ça, que les démocrates, officiellement, en tant que parti, ont renoncé à ce que les électeurs démocrates choisissent leur candidat pour le désigner. Or, ils ont désigné Biden d'abord, qui était manifestement le moins en forme intellectuellement de l'ensemble des candidats démocrates, et le nombre de problèmes cognitifs qu'il a lorsqu'il s'exprime sont innombrables. Enfin, toutes les semaines, il y a des erreurs colossales de chiffres, de personnes, passons. Mais c'est pas de sa faute, il a 78 ou 80 ans, ce sont des choses qui arrivent. Donald Trump est pas beaucoup moins âgé. Attendez, cher monsieur. L'âge à partir de 70 ans est la plus inégale des situations pour les hommes, et pour les femmes bien sûr aussi, la plus inégale. Vous avez des gens de 90 ans capables de faire des discours, comme je l'ai entendu avec des amis morts il y a longtemps maintenant, de façon parfaitement claire, etc. Et vous en avez à partir de 70 ou 65, même avant, enfin disons 70 c'est sûr, qui ont tous des problèmes de dégénérescence mentale. Enfin, quand on dit mental, c'est le cerveau, hein, on s'entend bien, c'est physique. Moi, j'ai eu un ami dont le père a eu Alzheimer, alors que cet homme a été secrétaire général de la délégation générale en Algérie, qui a été celui qui a mis en place le putsch d'Alger chez lui dans son appartement de Malherbe, qui était chef de cabinet de Giscard d'Estaing. Et par ailleurs, vous avez des hommes qui sont en pleine forme cognitive, j'entends, parce qu'après, il y a le physique aussi, beaucoup plus tard. Là, c'est l'inégalité, nous le savons, et honnêtement, l'âge, c'est ça qui est difficile à partir de cet âge-là. Voilà. Mais Biden a des problèmes cognitifs, c'est tout, c'est un point. Vous évoquiez il y a quelques instants le coronavirus, le Covid-19. Oui. Quel impact a-t-il eu sur la campagne ? Est-ce que d'un côté, Joe Biden peut en profiter ? Est-ce que Donald Trump a bien géré dans sa communication ? On sait notamment qu'il a été malade, il a fait un retour en fanfare à la Maison-Blanche. Est-ce que ça... Ce que j'allais vous dire, oui. Ben voilà, je ne peux pas en dire plus. Il a fait un retour en fanfare. Mise en scène. En fanfare, c'est mise en scène. Non, en fanfare, même au sens du ton, etc. Et surtout, il a fait 3 ou 4 manifestations publiques depuis. Il en a fait une en Arizona hier, il en a fait une en Floride. Un week-end marathon. Etc. Et où, à certaines, il était en plus en forme ludique. Donc,
à partir du moment où il est guéri, il est guéri. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas dans lui, je ne sais pas quel... Et que répondez-vous justement aux démocrates qui demandent le test négatif, puisqu'il n'a pas encore été trouvé? Attendez, il n'a pas besoin d'un test négatif. Ils sont imbéciles, ces démocrates. Mais je crois qu'ils sont imbéciles. Ils sont imbéciles non pas au niveau de leur capacité à attirer les milliards et à négocier leur influence, mais ils sont imbéciles parce qu'ils sont tellement... Ils sont devenus haineux en politique. Et surtout, ils haïssent le système sociétal et national dans lequel ils ont été. Ils sont nés et dans lequel ils ont été formés. Je trouve ça... Enfin, passons. Mais... Lorsque, d'abord les tests, on peut en parler, si vous voulez. Les tests ont donné des gens positifs et 2 jours après négatifs. Non mais, je ne parle pas de Trump, là, je parle d'autres. Le gouverneur, par exemple, je crois que c'est c'est un État de l'Ouest, c'est pas le Colorado, enfin c'est un État, Ohio peut-être, enfin peu importe, un État, qui devait recevoir Trump. Il a été évidemment testé pour savoir s'il n'était pas contaminable, enfin contaminateur, et il était positif. Et l'affaire il n'a pas pu l'accueillir. Quant à Trump, il a été, dit-on, positif et dit-on malade sûrement. Parce qu'il a dit il a été hospitalisé. Oui, je veux dire, vous êtes positif et on vous embarque. Oui, enfin bon, passons. Vous savez, on est dans un monde là où il faut être très prudent sur le passation des tests. Et si j'avais quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent, c'est, écoutez, laissez tomber les tests. Si vous n'êtes pas malade, en effet, vous êtes malade, ça c'est une autre question. Mais laissez tomber les tests. Voilà, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital aussi vite et en quarantaine. Et ça peut avoir des conséquences sans être malade. Alors, laissons de côté le coronavirus. Ouais, laissons-le de côté. On va parler des sondages. Ça, je crois que les sondages donnent Joe Biden gagnant avec 9 points d'avance sur... Même 14 dans certains. Oui, enfin, les derniers 9 points d'avance sur Donald Trump. Oui. Que faut-il penser des sondages? D'abord, il faut penser que là, on vient d'avoir un sondage pour la Pennsylvanie. Vous savez qu'il y a des États, des swing states, comme on dit, c'est-à-dire des États clés. Et que la Pennsylvanie en fait partie. Bien. Alors, la Pennsylvanie, il y a eu... Il y a eu aussi avec Clinton le même... Il y a un organisme qui s'appelle Real State of Average Polls. Je pense qu'il fait la moyenne de l'ensemble des sondages disponibles sur un endroit donné ou nationalement. Et il avait donc fait pour Clinton la même chose, puisqu'ils le font régulièrement. Alors, ils l'ont fait cette semaine, là on vient d'avoir le résultat, c'est hier. Il y a un écart, d'après le sondage positif pour Biden, de 3%, 2,8%. Bon. Je ne vois pas comment au niveau national on peut avoir 14%, quand dans des États clés on est à 2 et quelques pourcents. Parce qu'évidemment, la Californie, j'en parle pas. Elle est la majorité pour Biden, la Californie. Oui, mais les démocrates, c'est un État totalitaire démocrate. Il doit y avoir 10 ou 15 élus républicains répartis comme ça en Californie. Donc, c'est comme si vous faisiez des sondages dans la Russie soviétique de l'époque. Enfin, bon, passons, ça n'a aucun sens. La Californie, c'est vrai, elle est démocrate. Donc, point. Alors, comme c'est un État le plus nombreux, si vous faites un sondage national, ce qui n'a aucun sens aux États-Unis pour la présidentielle, que la présidentielle, vous le savez, c'est un collège électoral qu'ils veulent supprimer d'ailleurs, les démocrates, c'est dans le programme Biden, qui veulent... donc la Californie vote, si elle vote démocrate, ce qu'elle va faire, de toute façon, peu importe, même si c'est à 100%, ça lui donnera que 40 ou 50 délégués. Et puis basta. Donc, le sondage national, lui, prend en compte l'ensemble de la population californienne. Il prend l'ensemble de la population de l'État de New York, aussi. Qui n'est pas rien. Bon, si vous... Mais il prend le Texas aussi, qui est plutôt du côté Trump. Alors, oui et non, parce que c'est plus compliqué que ça, le Texas, maintenant. Vous avez la ville d'Austin, par exemple, qui est une ville importante. La capitale. La capitale administrative, bon. Mais qui est démocrate jusqu'au sourcil, mais démocrate libertaire, pas libertaire,
libertin presque. Enfin bon, donc non, vous avez c'est normal. Comme un grand État, il y a des zones qui sont plus bon. Mais disons, elle est plutôt républicaine, je vous l'accorde. Hein, c'est pas New York et c'est pas la Californie. Tout à fait. Donc, alors les sondages électoraux, si on revient aux sondages électoraux dont nous disposons. La première critique qui leur est faite par des sondeurs, par des techniciens, et ça c'est la vérité, je les ai vus en fonction c'est la surreprésentation de l'échantillon démocrate dans chacun des échantillons des sondages en question. Pour des raisons mystérieuses, sauf si on pense qu'ils veulent que le résultat soit ce qu'ils veulent, ça c'est possible. Ils arrivent à mettre du 45% d'électeurs démocrates partout, alors que nationalement, compte tenu du fait que, vous savez, la partie des indépendants qui existe, il y a trois partis aux États-Unis, démocrates, ce qu'on appelle registered démocrates, c'est-à-dire qui se sont enregistrés au parti, qui ont une carte, etc. La même chose pour les républicains et les indépendants. Et ils mettent les démocrates, en gros, à 45% des échantillons. Alors, en effet, si vous mettez les démocrates à 45%, c'est que les républicains, vous les diminuez presque d'autant, ou les indépendants, vous les diminuez d'autant. Le résultat, c'est que, manifestement, les démocrates vont voter à 100% pour Biden, donc ça fait déjà 45% du truc, et comme chez les indépendants, il y aura un partage, vous arrivez à du 55, 60, s'ils veulent de 9%, il faut bien qu'ils arrivent à 55. Hein. Donc ça c'est le premier élément qui est général, et qui a été le cas avec Hillary Clinton. Le deuxième point, c'est le refus de répondre aux sondages des partisans de Trump. Et ça, on le sait, ça a été l'objet d'études dans les mois qui viennent de passer de plusieurs grands organismes. Ils refusent de répondre. Point. Donc, en réalité, les sondeurs ne savent rien que de ceux qu'ils ont interrogés et qui ont bien accepté de répondre et qui sont déjà mal balancés, si j'ose dire, mais ils ne savent rien de ceux qui ne veulent pas répondre. Et donc, on est devant une... Alors, je rappelle une chose. Restons sur la Pennsylvanie. Là, je vous ai dit, on est à 2,8% d'écart sur un sondage, donc sur la base dont je vous ai parlé. Quand Clinton a été sondée, enfin sa candidature a été sondée à la même période, elle avait 6,9% d'avance sur Trump. Au Pennsylvanie, hein, c'est le même. Or, Clinton a été battu en Pennsylvanie par Trump lors de l'élection présidentielle qui a suivi de 1,3 ou 4%, très peu, hein, mais a été battu. Ce qui veut dire que l'erreur des sondeurs était de l'ordre de 8%, à peu près. 6,9 devant, 1,3 derrière, 8%. Là, on a un écart avant l'élection, sur les bases dont je vous ai parlé, beaucoup plus faible, la moitié de celui d'Hillary Clinton. Comment ils peuvent être sûrs, après l'expérience d'il y a 4 ans, et sur les mêmes bases techniques, qu'ils ont raison. Moi, en tant que professionnel, dans tous les métiers, il y a une technique, il y a des méthodes, il y a des analyses objectives. Je n'arrive pas à le comprendre, parce que la question pour les sondeurs, est-ce que c'est de faire gagner un candidat? Normalement, ce n'est pas leur rôle. Ou est-ce que c'est de connaître le vrai? Au plus près, bien sûr, parce que les sondages sont des choses difficiles, mais au plus près. Mais si, c'est vrai, s'étant trompé de l'ordre de 8% en Pennsylvanie, je reste là-dessus, mais c'est vrai dans les autres États, ils remettent le couvert 4 ans après, de la même manière, et ils obtiennent d'ailleurs un résultat moins intéressant pour le candidat que celui d'Hillary Clinton, et ça pose aucun problème à ces sondeurs. Bon, ça laisse rêveur et ça permet de penser que la conscience professionnelle, chose qui était sur lesquelles on était basées, nos sociétés étaient basées, n'existe plus. Voilà. Est-ce que vous envisagez quand même que Donald Trump puisse perdre cette élection? Bon, écoutez, alors, je vais dire, je suis venu ici assez souvent sur le problème des élections, y compris avant 2016, avant l'élection, et où on m'a posé les mêmes questions. Je ne me prononce jamais sur le résultat d'une élection. Donc il y a quand même une possibilité que... mais le peuple est versatile. Mais alors, en plus, dans celle-là, nous avons toute la partie des fraudes. Avec les votes par correspondance. Dont on trouve des sacs à droite et à gauche. Et comme par exemple, les sacs, quand on les ouvre, quand on les trouve, quand ils n'ont pas été brûlés, sont des votes pour Trump.
Bon, alors, on se doute que dire là, alors que tout ça est en cours, que tout ça est réel, parce qu'on trouve les sacs, donc c'est pas, il y a des enquêtes policières, donc c'est pas des fantasmes. Dire qu'on est sûr, que le candidat va être élu, non, je ne le dirai jamais avant une élection. Voilà, parce que c'est pas, le dire n'est pas possible. Il y a tous les aléas, d'abord de la nature humaine. Voilà, il ne faut pas connaître l'histoire pour ne pas savoir de la fragilité de la nature humaine. Enfin bon, au sens de l'opinion. Ça serait un enfant de dire ça. Non, par contre, ce que je dis, c'est que si ce n'est pas le cas, si Trump n'est pas élu, alors vous allez me dire, s'il est élu, c'est une chose, et si Biden est élu, c'en est une autre. Oui, si Trump est élu, il y aura une période très violente dans la rue, voire au-delà, qui va suivre. Ça, certainement dans le cas inverse également, si Trump est réélu. Mais oui, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Si Biden est élu, il y aura un mécontentement violent chez les... Voire une contestation du résultat. Alors, ça, compte tenu de ce qui a été mis en place par le vote par correspondance et par tout ce qui tourne autour en ce moment, c'est évident. Il y a même une bataille à la Cour suprême, puisque la Cour, le Pennsylvanie, on revient à la Pennsylvanie, est un cas exceptionnellement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un État à majorité, c'était un État à majorité démocrate depuis toujours, curieusement d'ailleurs, parce que c'est dans cet État qu'il y a eu Gettysburg. Mais enfin, passons, c'est l'histoire toujours drôle. Mais avec un congrès d'État, un congrès d'État républicain, et avec un gouverneur démocrate. On est donc dans... Bon. Il y a donc eu des contestations sur des décisions du gouverneur, parce qu'il y a eu des lois votées par la majorité républicaine pour empêcher le vote par correspondance, ou pour empêcher qu'il soit accepté 2 semaines après, parce que tout le débat est là-dessus. Est-ce que les votes arrivaient avant le 3, sans compter ? Oui, bon, probablement. Légalement, ça a toujours existé, donc on ne peut pas. Mais là, la question, c'est est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup, ceux qui arriveront 2 semaines après, parce qu'il y aura des problèmes de poste, vont être comptés. Alors, il y a eu des États qui ont déjà décidé que non. Et en Pennsylvanie, le problème s'est posé. La majorité républicaine a voté une loi interdisant qu'après le 3, on compte des trucs, et le gouverneur a mis son veto. Et ayant mis son veto, ils sont allés à la Cour suprême de Pennsylvanie, qui a donné raison au gouverneur, ce qui n'est pas trop surprenant, puisque étant démocrate depuis des dizaines d'années, évidemment, ils n'en peuvent plus. Bon, tout ça, c'est logique. Et donc, ils sont allés à la Cour suprême fédérale. Et le vote a eu lieu hier, puisqu'ils ne sont pas 5, vous savez, ils sont pas 9, pardon, ils sont 8, donc 4 et 4. Oui. Et le président, qui s'appelle Robert, et qui est soi-disant un conservateur, mais qui vote avec la partie libérale de sa cour depuis toujours, a donné raison à la Cour suprême de Pennsylvanie. Ce qui veut dire d'ailleurs que dans les États-Unis, vous avez une dizaine d'États dont les cours suprêmes ont refusé ça, et dans d'autres où la Cour suprême fédérale donne raison à une Cour suprême d'État qui l'a accepté. Voyez la complexité de la situation. Hein. Et donc, ceci étant dit, on ne peut pas... alors, si Trump est élu, j'affirme, je l'ai écrit, donc je l'affirme, on va vers une guerre civile. Alors, à la fois parce qu'il y aura des contestations de l'autre côté, ça a déjà été dit par Hillary Clinton, hein, Biden ne concédera son échec en aucune circonstance, c'est exactement les termes qu'elle a utilisés. Alors, on ne peut pas plus clair. Hein. Dans ces conditions, je n'ai pas de pronostic. La seule pronostic que je peux faire, c'est que toute agitation aux États-Unis grave, et donc qui empêche un président élu d'être en fonction, pratiquement, on le réfléchit bien, va se traduire par une absence géopolitique des États-Unis dans le monde, et que cette absence géopolitique des États-Unis, et militaire en particulier, des États-Unis dans le monde, posera des problèmes graves en Extrême-Orient, je pense à la Chine et Taïwan, par exemple, pour prendre que ces 2 exemples, et en Méditerranée orientale, avec la Turquie. Bon, alors donc déjà là, ça pose la taille du problème devant lequel nous sommes, qui n'est pas qu'un petit problème local, même pas
nationale. Alors maintenant, si c'est Biden qui gagne, il va mettre en œuvre son programme, ça c'est sans problème. Il va sûrement céder la place à Kamala Harris assez rapidement, parce que ça c'est ce que tout le monde dit chez les experts, que donc elle a été choisie pour ça, donc on a... Enfin, Passons, et là le programme on le connaît, hein, c'est celui d'AOC, d'Ilhan Omar, de trucs, c'est extrême gauche, et en particulier la révision de la Constitution, pour pouvoir agir de cette façon-là. Donc on touche au second amendement, on touche à d'autres amendements, le premier pour la liberté d'expression, bon, qui est déjà bien entamé avec Facebook, Twitter, etc. Bon. Et on touche à d'autres. C'est là que le problème va se poser. Mettre en cause le second amendement, c'est aller chercher les armes chez les gens, les confisquer. On a déjà vu en Virginie, qui est un État démocrate, où la majorité démocrate et le gouverneur, et là ils sont tous démocrates, il n'y a pas de... comme en Pennsylvanie, avaient décidé, dès leur élection, de confisquer les armes, en tout cas de mettre interdiction sur des tas de choses, et de confisquer, et où tous les comtés, enfin 95 sur 110, enfin pratiquement tous les comtés, shérifs en tête, ont dit « nous sommes un comté hors... un comté sanctuaire du second amendement. » Voilà, oui, parce qu'ils avaient réutilisé le mot sanctuaire que les Californiens ont utilisé pour l'immigration. Hein. On va conclure, voilà, Monsieur voyez, Clément. C'est court, tout ça. Ce sera la pagaille quoi qu'il arrive. Oui, ça peut être la non, je ne conclusion. peux pas vous dire que ça ne le sera pas. C'est sûr et certain. Ça sera la pagaille quoi qu'il arrive. Parfait. Donc rendez-vous le 3 novembre pour l'élection présidentielle américaine. Oui. Je profite de votre venue pour présenter votre dernier ouvrage, Les Indésirables, une odyssée 1962, la fin des Torregrossa d'Oran. Oui. C'est votre dernier ouvrage et c'est le 4e épisode des Indésirables. C'est pas un épisode, oui, enfin bon, j'ai pas le temps. Donc, il n'y a pas le temps. Donc, merci, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour évoquer la campagne présidentielle américaine. Merci.